Bienvenue sur Glow Your Life, le podcast inspirant pour oser vivre ses rêves. Nous parlerons ici de yoga, de mindset, de la vie en général. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes formations de yoga, mes coachings, je vous invite à me retrouver soit sur mes réseaux sociaux Coraline Glow ou bien sur mon site internet coralineglow.com. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode de podcast. Aujourd'hui, je vais continuer notre récit de voyage. Donc maintenant, ça va faire plus d'un mois que nous sommes partis de Toulouse et on vient de passer donc un mois au Vietnam. Donc on a fait à peu près 3 semaines sur l'île de Phu Quoc et une semaine dans la famille de Hoang à Ca Mau. Ca Mau se situe vraiment au sud du Vietnam. Je vous laisserai voir sur une carte si vous le souhaitez. Donc peut-être que vous avez suivi nos aventures sur Instagram parce que j'ai essayé de partager tous les jours un petit peu des moments de nos journées. Et donc ce qui s'est passé la dernière semaine sur l'île de Phu Quoc, on est allé dans un super hôtel dont je rêvais d'aller depuis fin 2019. La première fois on est allé à Phu Quoc, on s'était baladé avec Wang sur la plage et on a été boire un verre dans le bar de cet hôtel-là. Et j'avais vraiment flashé sur cet hôtel et je me suis dit qu'un jour on irait, un jour on irait. Et bien ce jour est arrivé, on est allé avec Kathleen et en plus je savais que ce jour-là arriverait et soit il arriverait quand je me marierai avec Wang en guise de lune de miel ou quand on aura un enfant. Je savais qu'on y retournerait mais pas simplement juste tous les deux. Enfin, du moins pour une occasion particulière. Et donc, on a fait un peu lune de miel et puis célébrer Kathleen. Parce que voilà, ce voyage, c'est aussi une célébration de cette vie de famille qu'on a tant attendue. Une célébration parce que nos journées, en fait, tournent autour de Kathleen. On s'organise autour d'elle. Et c'est ce que je me disais et ce que je disais avant la dernière fois, c'est que c'est vraiment super. Au-delà du fait de voyager, mais pour nous tous, parce que Wang est vraiment plus présent pour Kathleen en étant en voyage, parce que ces derniers mois avant de partir, forcément il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail, donc il faisait des longues journées et je m'occupais principalement seule de Kathleen. Mais même sans ça, au final, comme il y a toujours des choses à faire, il aurait été plus souvent sur la péniche et il n'aurait pas pris le temps d'avoir cette relation-là qu'il est en train de construire avec elle. Donc je suis vraiment très heureuse pour tous les deux et pour notre famille de pouvoir créer ces liens forts tous les trois. Donc je retourne sur ce super hôtel où on a passé 2 jours. Et pendant ces 2 jours, j'ai été malade une bonne journée. J'ai fait une mastite, c'est une inflammation des seins, donc je l'ai eu au niveau du sein gauche, donc j'ai eu beaucoup de fièvre et forcément des douleurs. Le matin, en fait non, c'était dans la nuit déjà, pour la petite histoire, Kathleen m'a pas réclamé à manger et j'avais le sein qui devenait de plus en plus dur et douloureux, donc là je me suis dit, faut que je la mette au sein pour qu'elle mange. Donc je lui ai donné à manger je crois, vers 4 heures du matin. Et puis ensuite, j'ai pas réussi à me rendormir. Donc je me suis dit, bon, je vais aller à la salle de sport. J'ai pris mes baskets, tout ça. Et j'étais super contente parce qu'en fait, ça faisait plus d'un an et demi, plus d'un an, 1 an et demi quasiment, que j'avais pas j'avais pas repris la course à pied parce que j'avais arrêté avant le protocole de la PMA pour mettre mon corps au repos. Donc voilà, j'ai été sur le tapis, j'ai fait un peu de fractionné, j'étais super contente, puis ça s'est bien passé. Sauf que je me tenais mon sein gauche pendant la course parce qu'en fait j'avais mal. Mais j'avais pas réalisé que c'était la mastite. Et puis quand j'ai arrêté de courir j'ai fait j'ai alterné course et marche rapide. Quand je suis descendue du tapis, j'étais pas bien, comme si j'allais tomber dans les pommes. Moi, je me suis dit, bon, peut-être que j'ai trop forcé. Et j'ai fait quelques étirements et j'étais pas en forme. Mais je me suis dit, bon, peut-être que voilà, vu la nuit que j'ai passée, c'est à cause de ça. On a pris le petit déjeuner qui était gargantuesque. Enfin, j'ai jamais vu un buffet de petit déjeuner aussi grand. On s'est vraiment régalé. Enfin, je pense que j'ai pas mangé autant que j'aurais voulu ou pu parce que j'étais pas en méga forme. Et puis après, voilà, j'ai passé la journée plus la nuit à transpirer de fièvre, à être couchée, à grelotter, etc. Mais j'ai eu beaucoup de chance que ça ne dure pas plus et que ce soit pas infecté davantage parce que
je pense que ça aurait foutu en l'air mon allaitement. Et mon allaitement, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Je pense que du fait que par rapport à la relation que je n'ai pas eue, que j'aurais voulu avoir avec ma mère, donc voilà, je pense que c'est aussi ça. Je mets beaucoup d'importance sur l'allaitement pour créer un lien avec Caitlin, ce lien que je n'ai pas eu avec ma mère. Et puis oui, aussi forcément tout ce qui est par rapport à la santé, les anticorps et tous les bienfaits aussi qui sont démontrés scientifiquement. Donc voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Donc je l'aurais très très mal vécu de ne pas pouvoir allaiter Kathleen. Et donc tout ça pour dire qu'ensuite, nous sommes retournés. Donc on a passé 48 heures, un peu plus de 48 heures dans ce super hôtel. On s'est dit qu'on y reviendrait un peu plus longtemps l'année prochaine, si on peut, mais je pense que voilà, on se débrouillera pour qu'on puisse le faire. Et donc après, on est retourné dans le petit hôtel qu'on adore avec Wang. Là, on a passé les 3 semaines parce que le lendemain matin, on partait de bonne heure pour l'aéroport et on s'est dit on va pas payer une nuit qui était quand même chère dans ce bel hôtel pour y partir à 7 heures du matin. Et donc, quand on est arrivé dans le petit hôtel qui s'appelle Star Hill Resort, ils célébraient en avance, une semaine à l'avance, la fête du Tet. Donc, c'est le nouvel an vietnamien. Et donc, les patrons de l'hôtel conviaient autour d'un repas tous leurs salariés. Et ils nous ont invités avec eux. Donc, c'était super sympa de leur part. En plus, comme ils savent que je ne mange pas de viande, ils m'avaient préparé des crevettes, ils m'avaient fait des petits plats à part. Donc, c'était une très belle intention de leur part. Et donc, voilà, le lendemain matin, nous sommes partis pour Saigon, pour reprendre notre vol de Saigon, aller à Camaro, donc, qui est la ville où Wang a sa famille côté de son père et côté de sa mère. Donc du côté voilà, je vais vous raconter un peu notre histoire par rapport à Wang, ce qu'on a fait. Donc nous, on est allé dans un hôtel qui était à côté de la famille à Wang, mais du côté paternel. Donc bon, c'est un hôtel vietnamien, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas anglais. Les chambres sont relativement chères pour ce que c'est et pour le Vietnam, mais on n'avait pas tellement le choix. Puis d'autant plus que c'était pendant la période, la fête du Tet, donc le Nouvel An. Donc la famille de Wang du côté paternel, il faut savoir que Wang du côté paternel, avant la guerre, ils avaient une entreprise, la guerre du Vietnam, hein, ils avaient une entreprise de cimenterie, de BTP. Donc c'était une famille qui était très riche. Wang, il a appris que c'était l'une des familles en fait les plus riches de la région du sud du Vietnam et que voilà, les communistes leur ont pris pas mal de choses et puis que la fortune familiale a été très mal gérée. Donc au final, ils se sont retrouvés avec plus rien. Donc, ils ont tout perdu, sauf la maison qui maintenant, c'est la cousine de Wang qui habite avec ses deux filles, enfin, qui sont grandes, hein, qui ont 30 ans et 26 ans, et le père de sa cousine. Et le père de sa cousine à Wang, donc l'oncle de Wang, il a, il me semble, 98 ans. Et lui, ben, il est complètement alité, voilà, il est sur la fin de sa vie. Et c'est vrai, quand on est arrivé, j'ai cru qu'il était mort en fait. Il était allongé dans sa chambre sur son lit, avec donc sur un petit matelas, un petit matelas gonflable de camping à air, donc sur ça, et avec des coussins sous les genoux, au niveau des bras pour soutenir, pour éviter les escarres. Mais j'ai cru que c'était un cadavre tellement qu'il était maigre. Donc au départ, c'est vrai que ça m'a choqué, je sais pas, mais ça m'a interpellée. Et qu'après, je me suis rappelé qu'au final, non, c'est ça la vie aussi. Et c'est ça que je trouve beau aussi au Vietnam, enfin, du moins en Asie. C'est voilà, on célèbre autant la vie que la mort et on ne cache pas la mort. On célèbre d'autant plus la vie parce que la mort, ce passage, cette transition est omniprésente à chaque instant et on ne l'oublie pas. Donc les filles de sa cousine, au final, voilà, elles voient leur grand-père tous les jours dans cet état-là. Leur mère qui s'en occupe H24 parce qu'il n'y a pas d'infirmière qui passe ou quoi que ce soit, hein, ou d'aide-soignante pour les toilettes, tout ça, c'est sa cousine, donc sa fille qui fait tout. Et au final, oui, alors, ça peut choquer quand on n'a pas l'habitude. Après, c'est vrai que comme pendant les 6 derniers mois de ma grand-mère, on s'était occupé d'elle, ça m'a rappelé que oui, c'est ça la vie au final. Et que c'est quand même dommage en Occident qu'on est coupé, mais en même temps, on n'a pas le même rythme de vie, et je le comprends, hein, quand on est deux personnes
à travailler. Après voilà, ce sont des choix, hein, mais on a d'autres contraintes, on s'est mis d'autres contraintes en Occident qui ne nous permettent pas du coup de soit aussi fluide de ce côté-là. Donc voilà, et donc en face de la cousine de Wang, il y a son cousin qui habite et lui, il n'a pas beaucoup d'argent. C'est quelqu'un qui élève des crevettes, parce qu'à Kamao, voilà, c'est la ville des crevettes, il y a plein d'élevages de crevettes. Et son épouse, donc à la maison, elle vend des petites dosettes de shampoing, un peu de sucre. Enfin, c'est une épicerie un peu, un peu le casino du coin de la rue qu'on peut trouver en France. Elle vend voilà, du papier de toilette, elle vend un peu tout, mais pas de produits frais, vraiment en épicerie sec. Et eux, ils ont deux enfants, dont un qui a 12 ans et qui vit avec eux. Mais pour vous dire, eux, ils n'ont même pas de salle de bain. Ils n'ont pas de toilette. En fait, ils vivent, donc la maison donne sur le bord de la route. Et derrière, il y a un canal qui passe. Et donc voilà, les toilettes, c'est un trou qui, qui rejoint directement le canal. Donc quand il n'y a pas de salle de bain, on se dit que bon, financièrement, c'est pas. Je pense que voilà, ça va pas être rose tous les jours. En revanche, voilà, sa cousine à Wang, comme elle a hérité du coup de la maison de Wang, plus des terres qui étaient autour de la maison, qui ont été vendues. Financièrement, je pense qu'ils sont même plus à l'aise que nous. Et un peu plus loin, dans la ville de Kamao, il y a la tante de Wang, donc la sœur de sa mère, qui, elle, vit plutôt à la campagne avec son fils, sa belle-fille et leur fille. Donc la cousine de Wang nous avait prévenu que sa tante était malade. Donc la sœur de la mère de Wang était malade. On ne savait pas quel genre de maladie. Et on est arrivé, on l'a trouvée donc alitée dans le salon. Parce qu'il faut savoir que cette famille, c'est des agriculteurs. Donc voilà, ils ont pas beaucoup d'argent. Ils ont ce qu'il faut pour manger, comme il le disait à Wang, ils sont pas à plaindre dans le sens que ils sont pauvres, mais ils sont à la campagne, donc ils cultivent. Donc voilà, ils s'en sortent. Alors que le cousin à Wang, celui qui est éleveur de crevettes, il est en ville. Et lui, quand même, c'est beaucoup plus difficile que, que ceux qui sont à la campagne. Et donc, on est arrivé dans la famille à Wang à la campagne, voir la sœur de sa mère à Wang, et qu'on l'a vue allongée. En fait, j'ai eu un trop plein d'émotions. Ça m'a ramené à ma grand-mère et je me suis effondrée en larmes. Alors que j'ai pas d'affect, en fait, pour cette dame-là. Hein. Je l'ai vue deux fois dans ma vie, donc là, c'est la troisième fois. Je peux pas dire que je l'aime pas, je peux pas dire que je l'aime. Euh, Enfin, voilà, il y a pas, je dirais, y a pas, je l'aime comme tout le monde, mais j'ai pas d'affect. Donc je savais que l'émotion qui venait, c'est trop plein d'émotions, n'était pas due à elle, à sa condition en tant que telle, mais qu'il y a quelque chose en moi qui se rejouait. Et donc j'ai pas voulu rester devant tout le monde en train de pleurer. Hein. Donc je suis sortie, j'ai laissé pleurer, et puis j'ai bougé mon corps, et puis j'ai respiré quand j'ai fait mon maximum pour pouvoir respirer. Donc en fait, voilà, clairement, ça m'a ramené à 3 ans en arrière quand ma grand-mère était sur sa fin de vie, parce qu'elle a eu une tumeur au cerveau. Un neuroblastome, non, c'est pas ça, je sais plus exactement le nom qu'elle a eu une tumeur au cerveau. Et, et donc, je m'attendais vraiment pas du tout à réagir comme ça, ou du moins à réagir, parce que pendant les 6 mois que j'accompagnais ma grand-mère, j'ai pas eu de moment où je me suis effondrée. Peut-être une fois à l'hôpital, quand c'était tout au début, que je l'ai trouvée comme ça à la maison, que je me suis dit, il faut l'emmener à l'hôpital, je ne peux pas rester comme ça. Mais sinon, après, je me suis jamais effondrée, même quand elle est partie. On a ouvert une bouteille de champagne, c'était doux. Enfin, j'ai, j'ai pas eu ouais, de trop plein d'émotions. Et là, en fait, je l'ai eu là, 3 ans après. Donc, je m'y attendais pas. Et Mais voilà, en fait, j'ai vu ma grand-mère en elle et je me suis dit qu'en fait, sur notre lit de mort, parce que clairement, la tante de la mère à Wang, elle a un cancer du poumon stade 4, donc c'est le stade final. Hein. Mais en fait, qui que l'on soit, peu importe d'où l'on vient, quel pays, notre niveau social, etc., notre profession, enfin tout, on est tous pareils parce que on se ressemble tous. Sincèrement, sur notre lit de mort, je trouve qu'on se ressemble tous. Il y a une énergie qui se dégage où j'ai, j'ai vu ma grand-mère. Enfin, le corps, comment il est, le regard, l'énergie qui se dégage.
pour moi, c'était la même chose. Je suis contente, hein, enfin, je suis reconnaissante de vivre tous ces moments-là, même s'ils sont pas forcément agréables à vivre, parce que ça me rappelle que la vie est éphémère, que la vie tient à un fil, et que c'est pour ça qu'il faut savoir en profiter au maximum, sans griller ses cartouches, et puis faire toujours des choix avec le plus de discernement possible, et en conscience, et avec des choix qui sont alignés à ce que l'on souhaite pour nous. Donc je suis vraiment, oui, reconnaissante de pouvoir vivre ces expériences-là, voilà, d'avoir accompagné ma grand-mère, euh, d'être confrontée à la mort au final, avec donc l'oncle de Wang qui a 98 ans, comme je vous ai dit, quand je l'ai vu, j'ai cru qu'il était mort, que c'était un cadavre qu'on gardait à la maison, enfin, qui venait de mourir, et qu'il y avait une veillée tellement qu'il est maigre. Et, et puis sa tante qui m'a rappelé clairement ma grand-mère, avec les mêmes mimiques, la même gestuelle. Enfin, donc voilà un peu pour le côté générationnel de la famille Awang. Donc tous les jours, on voyait sa cousine qui nous préparait à manger. Le matin, on allait plutôt déjeuner à l'hôtel. Et puis après la journée, le matin, soir, on allait faire des petites courses, acheter des fruits, le fait qu'on échange de l'argent. euh, je sais plus, on avait des petits trucs à faire. On le faisait le matin pour qu'il ne fait pas trop chaud par rapport à Kathleen. Et puis ensuite, l'après-midi, on fait dormir Kathleen. Moi, j'essayais de travailler un petit peu, ou aussi. Et le soir, on allait manger chez la cousine de Wang. En fait, peu importe, vous pouvez passer n'importe quand chez sa cousine, elle me prépare à manger. Et ce qui me surprend toujours, et je suis mal à l'aise, j'arrive pas à être à l'aise avec ça, hein, mais ça, c'est mes conditionnements et mes croyances. En fait, ils ne mangent pas avec nous parce que soit ils ont mangé avant, ou soit parce que ça leur fait plaisir de nous préparer à manger, donc ils nous réservent les meilleurs morceaux, par exemple de poisson, de viande, de légumes, ils nous les passent, et puis eux mangent plus tard. Et c'est vrai que je suis pas très à l'aise avec ça, enfin, ça me gêne, alors que au contraire, je sais qu'il faut pas et que tout est ok, mais par rapport, voilà, culturellement, d'où je viens, c'est vrai que j'ai toujours ce petit truc. Ils nous regardent manger, mais je dis, mais vous mangez pas? Après, on a compris que eux, le déjeuner, le midi, ils mangent à 11h, et le soir, ils mangent à 17h. Et nous, le midi, des fois, on est mangé vers 13h, ou on mangeait pas. Et le soir, on est plutôt vers 20h. Donc pour eux, 20h, c'était quasiment l'heure d'aller dormir, mais elle était disponible pour nous. Comme pour son cousin qui est à la campagne. On n'a pas son numéro de téléphone, donc on a débarqué le lendemain d'être arrivé à Kamao. Il nous a vus et il nous a demandé si on avait mangé. Je sais plus si on avait mangé ou pas. Je crois qu'on n'avait pas mangé. Et du coup, ils nous ont préparé à manger. Mais eux, ils avaient déjà mangé. Donc, il s'est mis à table avec nous. Mais en fait, il a pas mangé. Ils nous ont préparé un super repas. Et à chaque fois, on avait le droit à un super repas. Ah, donc voilà pour un peu la petite histoire de Kamao. Donc on a pu profiter de la famille de Wang pendant une semaine. Pour moi, c'est pas la semaine la plus agréable, tout simplement parce que je parle pas vietnamien et que sa famille ne parle pas anglais. Donc c'est pas grave, hein. Je veux dire, de pas parler, pour moi, c'est pas. Je suis plutôt quelqu'un qui observe, donc ça me manque pas de ne pas parler, mais ce qui me manque, c'est d'échanger, ne serait-ce que même d'écouter pour comprendre. J'aimerais tellement euh, communiquer avec eux, qu'en fait, c'est pas possible. Et puis Wang parle pas très bien vietnamien. Il a perdu clairement sa langue maternelle. Donc pour lui, c'est compliqué déjà de comprendre, d'échanger, quand il veut poser des questions, de parler, ça lui demande un effort. Et si je sollicite Wang à chaque fois, tu peux lui demander ça, est-ce que tu peux traduire ça? Enfin, qu'est-ce qu'elle dit là? En fait, il va s'énerver, enfin, on va se prendre la tête parce que ça lui met une pression, parce qu'il y a plein de mots dont il ne connaît pas, et ça le met face à un échec. Alors, il aimerait tellement retrouver euh, l'aisance de sa langue maternelle. Donc voilà, c'est une semaine où c'est une petite semaine, voilà, pour Wang, pour retrouver sa famille. Ça- j'apprends, hein, j'apprends toujours de ces semaines-là, mais c'est pas les semaines qui, pour moi, sont les plus agréables.
elles ne sont pas désagréables, mais ce ne sont pas les semaines les plus agréables. Et donc maintenant, ça va faire 2 jours pleins que nous sommes arrivés à Bangkok, cette ville que j'adore. Je crois que c'est ma 5e fois en Thaïlande. Et j'adore Bangkok. C'est une ville où on peut détester, hein, mais pour moi, c'est la meilleure des grandes villes. Je trouve que c'est la démesure et en même temps, il y a plein de choses qui sont, j'allais dire à mesure. Il y a la démesure et la mesure. Un mélange de modernité, de tradition. Il y a quand même pas mal d'espaces verts. Euh, c'est facile, on peut tout trouver, tout faire. Je sais pas, c'est une ville qui me fascine. Y vivre, je ne sais pas, parce que franchement, au niveau du trafic, les embouteillages, c'est vraiment la misère. Faut prendre les transports en commun. Et puis clairement, si je devais vivre, si on devait vivre à Bangkok, ça serait dans un condo, donc ces appartements, vous savez, avec piscine, salle de sport, enfin, enfin, qui est quand même, on voudrait quand même un minimum de confort de vie parce que de vivre enfermé dans un appartement sans extérieur, non. Donc c'est pour ça que Bangkok, on n'y vivra pas. Puis c'est une ville qui est hyper polluée. Donc là, avec Kathleen, on reste essentiellement à l'intérieur à l'hôtel où on fait les centres commerciaux pour manger dans les food courts. Et puis souvent après une tétée, elle s'endort et on sort que le soir où il y a moins de trafic par rapport déjà à la chaleur et puis aussi à la pollution de l'air. Donc on est arrivé à Bangkok il y a 2 jours. On avait réservé nos 7 nuits directement via Booking sur un hôtel. Quand on avait réservé cet hôtel-là, enfin, c'est moi qui l'avais trouvé, j'avais un pressentiment que ça irait pas parce qu'il n'y avait pas beaucoup de fenêtres. Je sais pas, je me suis dit qu'il n'y avait pas beaucoup de fenêtres, donc il y allait y avoir quelque chose. Alors je sais pas sur le moment si j'ai pensé à l'humidité ou pas, je peux pas vous le dire, parce que je m'en souviens plus. Mais on est arrivé et ça sentait l'humidité à la réception. Mais vraiment l'humidité. Comme des fois dans les studios de yoga de hot yoga. Et bon, je dis ok, c'est pas grave. Soit il était 22h, 22h30 et on arrive dans la chambre mais pareil que dans les parties communes. Et là, je dis, ça va pas être possible. C'est clairement pas possible. Déjà parce qu'on a un bébé avec nous, et puis pour nous, enfin pour eux, c'est vraiment pas possible. Donc je redescends à la réception et je leur dis que bah voilà qu'on ne va pas pouvoir rester parce que ça sent l'humidité, que c'est pas quelque chose qui est sain pour la santé d'un bébé, pour la nôtre, mais qu'on a réservé par Booking. Donc bah fallait contacter Booking par téléphone à 22h30 le jour du Nouvel An chinois. Donc bon, je vous passe les longues minutes d'attente, mais j'ai réussi à avoir quelqu'un au bout du fil qui a été super efficace et au final, voilà, on a dû passer quand même la première nuit dans cet hôtel-là et puis ils nous ont remboursé les 6 autres nuits. Et sur le, vous allez rigoler, bon, moi ça me fait rire, vraiment que ça me fait moins rire. Quand je suis revenue après dans la chambre, j'ai cherché donc un autre hôtel dès le lendemain. Et je me suis dit, bon, ça suffit de faire des économies, à chercher des hôtels un peu moins chers, etc. Quand en 2019, 2019, non, 2020, j'étais venue en Thaïlande après Dubaï. J'avais pris pendant 2 mois un hôtel à Sukhumvit et j'étais super bien cet hôtel, très bien situé au niveau des équipements, c'était top. Mais seulement on l'avait pas réservé lui en premier parce que à cette période-là de l'année, il était vraiment très cher. Et donc là, je re-regarde cet hôtel-là, et puis je dis, ah bah tiens, bizarre, il y a, je sais plus, 400 € de moins que quand j'avais regardé il y a quelques jours pour venir. Et bon, il me dit, ah bah c'est probablement parce qu'on avait pris les 7 nuits d'affilée, dont la première nuit qui correspondait à la nuit du Nouvel An. Donc bah, je dis, super, je book. Donc je réserve, et puis on passe la nuit, enfin les peu d'heures de nuit qui nous restaient, parce qu'avec l'humidité, j'ai pas très bien dormi. Puis j'avais peur pour Kathleen aussi, donc qu'elle respire moins bien, enfin qu'elle toussait, etc. Et donc le lendemain matin, je me connecte sur Booking pour voir si j'ai bien eu le remboursement de cet hôtel-là. Et puis je regarde mes futures réservations. Et je vois pas celle du jour même pour les 6 autres nuits. Je la vois apparaître au mois de mars. Et qu'est-ce que j'ai fait?
En fait, au lieu de réserver du 11 février au 17 février, j'ai réservé du 11 mars au 17 mars. Et c'était pour cela que l'hôtel était 400 € moins cher que ce que j'avais vu une semaine avant. Je dis rien à Wang dans un premier temps parce que cette erreur-là, je l'ai faite il y a 15 jours. Quand j'ai voulu réserver pour cette période-là, en fait, Booking, naturellement, le me mettre en mois de février, me met directement au mois de mars. Et par inattention, parce que je fais plusieurs choses à la fois en même temps avec Kathleen, j'avais booké déjà un hôtel. Un hôtel il y avait une super remise, je crois que c'était 400 € au lieu de 2000 €. Super, oui, mais c'était pour le mois de mars. Donc déjà, j'ai dû me faire rembourser une première fois, et donc là, je me dis, bon, rebelote. Et je regarde les conditions d'annulation. Pas de conditions d'annulation. Je dis rien à Wang, on prend un taxi pour nous emmener au nouvel hôtel, et puis c'est sur le chemin du taxi, ouais, je lui raconte. Bon, je lui dis, écoute, c'est pas grave, ça va bien se passer. De toute façon, on va devoir payer plus cher. Donc, puis je lui dis non. De toute façon, je viens de regarder, ils ont encore des chambres de libre. Et puis, comme cette période est plus chère, on va devoir faire un complément. Donc, ils y gagnent au final. Donc, t'inquiète pas, ça ira, je gère. Et on est arrivé, et puis c'était un peu compliqué parce que comme c'est réservé par Booking, ils ne pouvaient pas prendre la décision, ils n'avaient pas de chambre libre de suite, etc. Enfin, ça a pris du temps, mais au final on a eu notre chambre. On est arrivé à, je crois, il était 9 heures à l'hôtel, parce que je voulais vraiment partir de cet hôtel, ça puait l'humidité, je voulais plus rester une heure de plus. Et donc on a attendu voilà, quelques heures avant d'avoir une chambre et que Booking envoie un mail pour dire que c'était OK, qu'il me prélève la différence, etc. Donc voilà, c'est les petits aléas du voyage. Enfin, moi, ça me fait sourire. Mes, mes petites bourdes comme ça me font sourire parce que c'est pas bien grave. Et puis, ça fait des choses à raconter. Mais ça fait quand même 2 fois que je réserve sur ces dates-là pour au mois de mars ou le mois de février. Donc, jamais 203, là, il faut vraiment que je fasse gaffe. Et Wang m'a dit, il faut que je contrôle derrière toi. J'ai dit, oui, effectivement, il va falloir que tu contrôles. Hier, j'ai revu Diane que j'ai rencontrée en 2020 quand j'étais venue à Bangkok. Je l'avais rencontrée au studio de yoga où je pratiquais à Yogatique. Et en fait, Diane, elle est franco-thaï. Son papa est français, sa mère thaï. Et donc, quand j'étais venue pratiquer dans ce studio, la gérante du studio m'avait dit, ah, tiens, tu peux parler en français avec la prof, ta. Et puis c'est comme ça que j'ai sympathisé. Et avec Diane, on s'est rendu compte qu'on connaissait qu'on avait une personne en commun en France, donc Mélanie, qui est prof de yoga que j'avais fait intervenir lors du festival My Yoga Pop Festival au château de Valmy, qui est sa meilleure amie. C'est c'est fou, enfin, comme quoi je devais vraiment rencontrer Diane. Et donc Diane devait m'accompagner sur un teacher training après en octobre. Et puis après, voilà, pour des raisons familiales, elle a pas pu m'accompagner. Donc, j'ai pas très bien pris hein, sur le moment le fait qu'elle ne puisse pas parce que c'était quasiment, je crois, pas 3 mois à l'avance qu'elle m'ait prévenu. Donc, j'avais pas de plan B. Et puis, elle me disait, mais Coco, tu peux faire le training toute seule. Je sais que tu as les capacités, tu peux. Et moi, je dis, mais non, je peux pas, tu te rends pas compte, etc. Et en fait, elle m'a fait un cadeau en ne venant pas. Elle m'a offert la possibilité de me rendre compte que je pouvais très bien mener le 200 heures toute seule. Quand je dis toute seule, c'est ma partie, la partie pratique. Parce que voilà, la partie anatomie sur le 200 heures, c'est Mélanie, qui est kiné, naturopathe aussi, qui fait ce module-là en e-learning. La philosophie, c'est Brigitte qui est prof de philosophie yoga. Et puis la méditation, c'est Dom, voilà, qui est prof de yoga et de méditation. Donc après, toute la partie pratique, alignement, ajustement, tout ce qui est outils pédagogiques, le business du yoga, le coaching, c'est l'ashtanga, le vinyasa, le yin, c'est moi. Mais à la base, on est deux pour diviser, que ça fasse moins d'heures au professeur, au formateur. Et donc Diane me maintenait dur comme fer que ça irait, que je pouvais. Et puis moi, non, c'est pas possible, pourquoi tu me fais ça, etc. Et en fait, ouais, c'est vraiment un cadeau qu'elle m'a fait parce que grâce à elle, maintenant, j'ai pu faire cette expérience-là et maintenant je la reproduis parce que je suis rodée.
Donc c'est fou, il y a vraiment ce mantra que j'adore, où, vous savez, je me répète, enfin tout ce qui m'arrive dans la vie est fait pour moi et pas contre moi en fait, vraiment. Et des fois, c'est ce qui nous arrive pour nous, c'est même pas spécialement pour nous, c'est pour une personne où ça passe par nous, mais c'est pour une autre personne. Par exemple, il va m'arriver quelque chose, je vais pas comprendre pourquoi ça m'arrive ça, mais le fait qu'il m'arrive cette chose-là, mon comportement va changer, mes actions, mes pensées, etc. vont changer, et donc ça, forcément, ça va influencer sur mon cercle de vie, ou une personne que je vais rencontrer dans la rue, etc. Et c'est peut-être juste parce que voilà, j'ai dit, parce qu'il m'est arrivé ça, que j'ai dit, par exemple, j'en sais rien, bonjour à une personne que d'habitude je disais pas bonjour. Et ce bonjour, bah, peut-être que cette personne, je dis n'importe quoi, hein, mais elle s'est sentie exister, elle avait juste besoin de ça aujourd'hui parce que sinon, je sais pas, elle était déprimée ou autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai que ça maintenant, dès qu'il nous arrive quelque chose qui n'était pas prévu, en fait, dont notre mental n'avait pas fait le scénario, n'avait pas voulu faire ce scénario-là, je dis tiens, super, ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Là, au niveau professionnel, voilà, on a eu quelques petits désagréments. Alors, on juge que c'était un désagrément parce que bah, forcément, on n'est pas sur place pour gérer, ça demande du coup plus de temps, de l'énergie, puis un peu de stress au départ aussi. Mais j'ai dit, ah bon, attends, stop. Ok, bah, on va trouver une solution, mais dis-toi que s'il nous arrive ça, c'est pour que ça aille mieux après, c'est pour que ça soit mieux encore. Donc en fait, relax, en fait, tout est ok si on accepte que ça le soit. Donc ça vraiment, c'est un conseil que je peux vraiment vous donner parce que je l'expérimente à chaque fois, que tout ce qui nous arrive est vraiment pour notre bien et il n'y a rien contre nous. Et bon, tout ce que je partage, hein, c'est en aucun cas pour que tout le monde soit d'accord avec ce que je dis. C'est ma réalité, ma façon de penser, de voir les choses. C'est une perspective de vie. Mais c'est quand tous ces partages, c'est vous donner à réfléchir, voilà, de dire ah bah tiens, je suis d'accord, je suis pas d'accord, je suis d'accord mais ou je suis pas d'accord mais. C'est réfléchir sur ça. En aucun cas j'ai la vérité, c'est ma vérité et, et tous les partages que l'on fait, comme moi j'écoute d'autres podcasts, que je fais d'autres formations, que je lis des articles de blog, etc. Bah voilà, c'est pour m'enrichir et comprendre aussi des choses dont j'ai pas forcément l'habitude d'être confrontée, hein, parce qu'on évolue tous dans des cercles qui sont quand même bien hermétiques et on oublie que voilà, il y a d'autres réalités qui sont à côté de nous. Et ce matin, quand je réfléchissais au sujet du podcast, donc je me suis dit que j'allais vous parler de ça, de ce mantra, que tout ce qui nous arrive, c'est fait pour nous. Et je me suis dit, ouais, mais si je parle de ça, il va falloir que j'aille un peu plus loin dans la réflexion et ça va être peut-être un peu chaud d'y aborder le sujet. Mais bon, il faut que j'aborde, hein, c'est pas grave. Mais par exemple, je me dis, bah voilà, tout ce qui nous arrive, c'est pour notre mieux, c'est pour notre bien. Et je me suis dit, ouais, mais Corinne, s'il t'arrive quelque chose, si t'arrive une maladie ou s'il arrive une maladie à Kathleen, etc., est-ce que tu peux dire que c'est pour notre mieux? Bah, aujourd'hui, parce que quand on, quand on émet des pensées ou des avis, c'est à un instant T. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais dire quelque chose. Demain, je ne suis plus la même, donc mon avis va évoluer. Donc, c'est pour ça, tout ce que je dis et tout ce que l'on dit, il faut toujours le prendre avec des pincettes. Je dis ça à cet instant-là, mais en fait, c'est déjà fini, c'est déjà mort parce que on est, la vie continue, ne s'est pas arrêtée et nous non plus, on est toujours en train d'évoluer. Et donc, je me dis, bah, là, à l'heure actuelle, je ne suis pas confrontée à ça. Peut-être qu'un jour je le serai, je ne sais pas. Mais je me disais, si un jour, moi, il m'arrivait quelque chose et que, par exemple, bah, je devais avoir une maladie, une grave maladie, et que, voilà, que je devais mourir alors que Kathleen est enfant, bah, autour de moi, je pense à quelqu'un, Claire, hein, qui a un super podcast d'ailleurs, Slow Her, Claire Mondré sur Instagram, qui a perdu ses deux parents quand elle était enfant ou adolescente, je ne sais plus exactement. Donc j'ai Claire, j'ai aussi Natalia qui a perdu ses deux parents dans un accident de voiture. Donc j'ai ces deux personnes-là autour de moi et je me suis dit, ces personnes-là, vraiment des belles personnes et elles ont vécu des choses. Voilà, perdre ses parents, ou perdre un enfant aussitôt, hein, je ne peux pas savoir à quel point ça doit être douloureux. Mais par contre, je vois aussi la force que ça leur a donné et les personnes qu'elles sont devenues grâce à cet événement-là.
elles ne seraient pas ces personnes-là sans ces événements-là. Et elles sont en vie, elles vont bien, et elles font de belles choses, elles créent de merveilleuses choses pour aider d'autres personnes, etc. Donc je me dis, bah, quoi qu'il arrive, ça ira. J'essaierai vraiment de, si un jour je suis confrontée à cette situation-là, de me rappeler de ces mots-là, que ça ira, que ça va être douloureux, il y aura beaucoup de tristesse, de peine, et qu'il y aura de la colère, de l'incompréhension, mais que ça ira. Vraiment, j'ai cette foi en, je sais pas en quoi en fait, parce que je ne crois en rien, si c'est en tout. Je crois en l'univers, je crois à la vie après la mort. En fait, c'est pas après la mort, c'est la vie avec la mort, plutôt. Donc je sais que ça ira. Je ne sais pas comment, je peux pas en fait le définir par des mots, mais je sais que ça ira. Ça sera dur, mais ça ira. C'est vraiment les deux à la fois. Donc voilà, tout ça pour dire que quoi qu'il arrive, tout ce qui nous arrive, c'est fait pour nous et jamais contre nous. Qu'il y a des choses dont le cerveau, dont le mental, l'ego ne peut pas comprendre, mais tout arrive pour une raison. Et la raison, des fois, on la connaît pas. Peut-être qu'on la connaît peut-être quand on prend le temps de s'arrêter. Et souvent, on prend le temps, malheureusement, sur notre ligne de mort. Donc, c'est pour ça aussi qu'on pratique du yoga. Hein. C'est pour s'arrêter, prendre ce temps pour, euh, pour faire le point avec nous-mêmes, hein. De gérer les fluctuations du mental. De créer un apaisement du corps et du mental, tout simplement pour éviter de souffrir et d'éviter de reproduire les souffrances. Parce que la vie, il y a des souffrances dans la vie. Il y a de la joie avec la souffrance. Par contre, de répéter les mêmes erreurs qui nous font souffrir, ça par contre, on peut agir dessus. Il y a plein de choses sur lesquelles on ne peut pas agir, euh, dont on n'a pas le contrôle, mais sur plein de choses, par contre, on a le contrôle. Donc sur de mettre plus de conscience sur dont on a le contrôle, là où on peut agir, le yoga nous aide vraiment à ça. Et puis ça m'emmène à vous dire que actuellement, c'est vrai que je vis je sais pas, c'est pas un bouleversement, mais c'est peut-être une remise en question aussi de comment je me suis positionnée dans le yoga. Je sais pas c'est comment je me suis positionnée dans le yoga, parce que j'ai jamais en fait jamais communiqué, jamais été cette prof-là qui pousse au challenge physique. Il y a des profs voilà, qui sont spécialisés dans le handstand, qui sont spécialisés dans les back bends, dans la souplesse, etc. Moi, ça n'a jamais été mon cas, c'est pas quelque chose qui m'anime. J'ai jamais été cette personne-là, même quand moi je pratique, je passe pas des heures à essayer à faire une posture en fait. Elle passe tant mieux, elle passe pas tant pis. Je vais pas chercher à être plus souple dans une posture. Je vais faire ma pratique et puis basta. Je fais ma pratique parce que d'une, je me sens mieux avec moi. Deux, parce que quand je me sens mieux avec moi, je me sens mieux avec les autres. Et trois, parce que ça me permet aussi de transmettre tout ce que j'expérimente, de donner ces outils-là, ou du moins d'offrir ce que m'offre mon yoga, ma pratique, de faire goûter au maximum de personnes qui potentiellement seraient intéressées pour être mieux dans leur vie, parce que tout le monde n'est pas dans cette démarche-là en développement personnel et spirituel d'évolution. Donc tout ça pour dire qu'avec Kathleen, bah, forcément avec les 9 mois de grossesse, ma pratique a complètement changé. Et puis maintenant, donc elle a changé parce que bah, forcément euh, avec, avec le ventre qu'on a en tant que femme enceinte, on ne peut plus faire les mêmes choses. Et puis même avec le corps qui change, il y a des choses qui sont à proscrire et à adapter. Et puis maintenant, en fait, bah, c'est le manque de temps, clairement. Et puis surtout, enfin, c'est pas le manque de temps, c'est pas ma priorité. Le yoga, pour être plus souple, pour être plus performante sur mon tapis, n'a jamais été ma priorité et il ne l'est toujours pas. Parce que là, je vous dis que c'était par manque de temps, mais si j'avais vraiment envie de passer plus de temps sur mon tapis, bah, je ferais garder Kathleen par une nourrice, je la mettrais à la crèche, etc. pour avoir du temps pour pratiquer ou pour mon business, etc. Ben non, en fait, c'est vraiment mon yoga m'a appris à célébrer ce qui est le plus important pour moi. Et ce qui est le plus important pour moi, c'est de passer du temps avec ma fille, avec mon mari. euh, voilà, je prends ce temps-là de vous enregistrer ce podcast 1 heure, alors que je peux les pratiquer, mais parce que je sais qu'est-ce qui est véritablement important pour moi. Et le yoga physique
pour l'instant, sur cette période-là de ma vie, ne l'est pas clairement. Donc ça forcément, ça induit des conséquences. J'ai un corps qui est beaucoup plus raide qu'avant, et des postures que pour l'instant, j'ai régressé. Mais là encore, j'ai plein d'exemples autour de moi et j'en discutais hier avec Diane. Diane, je crois qu'elle a 40 ans, Diane à peu près. Elle a commencé très tardivement le yoga par rapport à moi, hein, parce que moi j'ai commencé, j'avais 19 ans. Eh bien, elle a commencé, elle me disait quand Maya, sa fille, elle avait peut-être 9 mois, elle allait une fois par semaine au studio de yoga. Et puis après, elle a attendu qu'elle ait au moins 2 ans pour y aller à 2 à 3 fois par semaine pour repratiquer. Donc voilà, en fait, c'est être clair sur ce que l'on veut, sur ce qui est important pour soi. Si je me mettais comme objectif, être une super maman, une super épouse, une super femme, une super prof de yoga, et avoir des super postures, et blablabla, en fait, je pense que je pars direct en dépression parce que c'est impossible, on ne peut pas être sur tous les fronts et c'est le meilleur moyen de tout mal faire. Donc le fait que, voilà, quand j'ai fait l'école de coaching de David Laroche, j'ai vraiment eu les outils aussi pour revenir à moi, d'un point de vue aussi neurosciences, comprendre comment le cerveau fonctionne, comment, euh, comment aussi éviter de reproduire certaines choses au niveau des schémas qu'on a dans notre enfance, et puis de mettre des nouvelles stratégies en place. Tout ça, ça m'aide aussi à comprendre pourquoi j'ai ces pensées-là, pourquoi je réagis comme ça, etc. Et donc, je sais plus pourquoi je vous dis ça. Oui, parce que je me disais qu'il fallait que je vous dise, il fallait que je vous dise que si vous voulez une prof de yoga, si vous voulez une formatrice de yoga qui vous pousse à faire des handstands, à faire des acrobaties à votre corps, avec votre corps, eh bien, ne venez pas à mes formations. Et je me suis dit ce matin, quand j'étais en train de courir, il faut que, il faut que je fasse un post pour le dire, hein. Comme s'il fallait, il faut que je le crie haut et fort. Mais en fait, c'était le crier haut et fort pour moi, comme si il y avait une part en moi qui me disait que j'étais moins légitime maintenant, etc. Donc, quand je me suis surprise à penser qu'il fallait que je vous le dise, en fait, c'était à moi qu'il fallait que je me le dise. Mais voilà, je vous le dis, je ne suis pas, je n'ai jamais été, et je ne suis pas, et je ne veux pas le devenir, pour l'instant du moins, cette prof-là. Moi, ce qui m'anime, j'ai repensé il y a 12 personnes qui viennent à la formation en Inde dans un mois. La plupart seraient jamais venues en Inde, enfin, qui osent voyager seules pour venir voilà, à la formation. Si c'était pas avec moi par exemple, ou si c'était pas cette formation-là, etc. Donc ça m'anime. Je suis vraiment reconnaissante, tellement fière d'elle et, et fière de ce que je fais parce que je le fais indirectement. C'est comme si ça passait par moi, mais on m'a toujours dit que, voilà, que je permettais aux gens de pousser leurs limites, de croire en eux et surtout qu'elles osent faire des choses qu'elles ne pensaient pas être capables de faire. Je pense que c'est par mon côté aussi un peu bulldozer à paillettes. Et c'est ça, en fait, mes formations de yoga, au-delà du yoga, c'est vous travaillez énormément sur votre mindset parce que c'est moi. Vous travaillez pas tant, vous travaillez pas vos handstands parce que clairement, c'est pas au programme du 200 heures. Mais par contre, on va très loin de l'introspection, voilà, sur comment on voit la vie, ce qu'on a envie pour soi, qu'est-ce qu'on a envie de se créer, et surtout, voilà, les choses qu'on veut éviter de reproduire, se fiche la paix, se pardonner sur des erreurs du passé, etc. Ça, c'est quelque chose qui m'anime et je pense que voilà, il faut que je me positionne aussi au-delà quand je communique sur une formation Ashtanga de 100 heures, blablabla. C'est une formation de développement personnel avec le yoga où on apprend certes à enseigner, à devenir professeur, et pour moi, d'accompagner des personnes dans le yoga, ça demande aussi un minimum d'outils et de travail qu'on a fait déjà personnellement. Parce que j'ai tellement vu de professeurs de yoga qui enseignent et qui sont pas dans leur peau, qui enseignent le yoga. Voilà, ils se soignent, enfin ils soignent, ils se disent voilà, je vais soigner les autres en me soignant, mais ça marche pas comme ça. C'est d'abord sois bien établi toi en toi. Je dis pas qu'il faut être guéri à 100% parce qu'on ne l'est jamais, mais quand même un minimum, il faut quand même avoir à faire un minimum de travail sur soi et continuer ce travail-là parce que sinon on peut pas. Enfin, on enseigne ce que l'on est et sinon on crée une dissonance entre ce qu'on enseigne et qui l'on est.
Et ça, tout le monde ne le voit pas, parce que tout le monde, pour voir les choses, il faut avoir les outils pour les reconnaître, hein. On ne sait pas que c'est du chinois si on n'a pas appris un minimum de chinois, par exemple. Mais pour moi, qui ai un minimum de connaissances en yoga et en développement personnel, des fois, voilà, enfin, je me dis, c'est aïe aïe aïe. Et pas plus tard qu'hier, j'en parlais avec Diane qui a fait une formation, parce elle a beaucoup d'élèves qui sont basés à Jakarta. Donc là, elle a fait un module sur le sequencing qu'on voit sur comment créer des flows qu'on voit sur le 200 heures. Et elle me racontait ce qu'a fait une élève. Je me dis, comment c'est possible? Surtout que cette élève-là, elle n'a pas simplement un 200 heures, elle a un 300 heures aussi, donc elle a un 500 heures de formation. Et je me dis, là, il y a vraiment un problème. Et ça me montre, et ça me rassure, et ça me montre ce que je fais, et je le fais bien, et je continue à bien le faire. Donc voilà, c'était un podcast, je sais pas si c'est un peu fourre-tout, parce qu'il y a eu du Vietnam, il y a eu du Bangkok, il y a eu un peu de moi, mais je pense que vous prendrez ce qu'il y a à prendre, vous jetterez ce qui vous parle pas. Mais voilà, tout ce que je vous ai dit, ne prenez pas pour argent comptant, écoutez-le, voyez comment ça résonne, et puis surtout essayez de le transposer et puis de le moduler à vous, à votre vie, parce que voilà, tout ce que moi je transmets, ça ne sort pas de moi, hein. Enfin, il y a une part où je l'expérimente, je le comprends par mes connaissances, etc. Mais il y a aussi voilà, toutes mes formations que je fais à côté, donc c'est un perpétuel partage et retransmission des choses. Je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà pas mal de minutes qu'on est ensemble et je vais pas dépasser quand même plus d'une heure. Bon, au montage, ça fera pas une heure, mais merci pour votre écoute. Et puis, ça me ferait toujours plaisir si vous pouviez prendre le temps de noter le podcast. Alors, sur Spotify, je crois qu'il y a 3 petits points ou petits trous paramètres, évaluer le podcast. Et si vous l'écoutez sur YouTube, de vous abonner à ma chaîne YouTube et puis de mettre un petit pouce. C'est toujours encourageant, en fait, pour la personne voilà, qui travaille parce que je fais ça vraiment avec le cœur, mais si personne l'écoute, etc., forcément, à un moment donné, j'arrêterai. De me montrer votre participation, c'est quelque chose qui est gratifiant. Donc merci pour ça. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux ou à m'envoyer un mail si vous avez envie que j'aborde différents sujets. J'aurais pensé que dans cet épisode-là, j'aurais parlé davantage pratico-pratique, budget, etc. de notre voyage. Ça ne s'est pas présenté parce que je fais toujours les choses au feeling. J'avais une petite trame et puis de fil en aiguille, je me suis laissée porter. Et voilà, celles qui me connaissent en formation, elles savent que je suis comme ça. Donc voilà, je me suis laissée porter au feeling. Je vous imagine m'écouter et puis ça c'est l'heure qu'on vient de passer ensemble, enfin les minutes dont on vient de passer ensemble se sont fait naturellement. Je m'arrête là, je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et surtout, s'il vous plaît, rappelez-vous, tout ce qui nous arrive est fait pour nous. Mais tout. C'est notre mental qui émet le jugement, que ça ne nous plaît pas, que pourquoi ça se passe ci, pourquoi c'est pas comme ça, etc. C'est vraiment le mental. C'est du moment où on se dit que ah tiens, ça c'est pour moi, et bien de suite on voit les choses différemment. Et je vous assure, ça marche. Mais pour que ça marche, il faut y croire un minimum et se positionner dans cette démarche-là. Mais écoutez, dites-moi quand vous l'aurez fait. J'attends vos retours. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode de podcast Glow Your Life.